Buongiorno. JoJo's Bizarre Adventure est une œuvre à part à bien des égards. Si l'on aime ou déteste son esthétique si particulière, son atmosphère presque ésotérique et son univers à l'intersection entre réalisme et surnaturel, il y a surtout une chose que l'on retient dans JoJo. Ce sont les stands. Véritable révolution qui vient briser le classique paradigme du protagoniste de shonen qui développera sans discontinuité des capacités toujours croissantes, toujours plus puissantes, repoussant les limites même de l'acceptable et du rationalisme. Les stands se font quant à eux l'écho d'un spiritualisme transcendant et sont pour Araki un moyen d'illustrer de manière matérielle et surtout artistique la complexité inhérente à l'esprit humain. Ainsi existe-t-il autant de variétés de stands qu'il est d'esprits humains, et parvenir à une classification, une typologie définitive des stands est chose complexe. S'il existe des grandes catégories fourre-tout, on leur trouve des stands aux paramètres assez analogues, il arrive que certains échappent complètement à la logique et déconstruisent les codes si malléables de l'œuvre d'Araki. De facto, il n'y a pas de classement totalement définitif et surtout arrêté pour les stands, si ce n'est de dire que certains sont de type courte portée, ou d'autres de type longue portée, téléguidé, automatique ou bien encore conscient. Cependant, il existe une batterie de paramètres qui sont censés nous éclairer sur les véritables capacités d'un stand. Et j'insiste tout particulièrement sur le terme « censé ». Mesdames et messieurs, je vous propose aujourd'hui de nous plonger dans les tréfonds abyssaux de la logique jojoesque, et de nous intéresser au bordel que constituent les statistiques de stand. Avant d'analyser plus en profondeur les modalités des statistiques des stands, prenons quelques instants pour en faire une brève introduction. Les statistiques de stands n'apparaissent pas directement de concert avec l'apparition des stands dans la partie 3. Avant la partie 5, Araki divulguait ses données dans ses artbooks, notamment Jojo a Gogo, qui à l'époque a fourni une quantité très substantielle d'informations sur tous les stands des parties 3 à 5. Avant ça, les lecteurs étaient du coup un peu dans le flou quant aux réelles capacités des stands et de leur manière. À partir de la partie 5, Araki divulgue les statistiques sur les couvertures de certains chapitres, tout en ajoutant une description non exhaustive des capacités du stand. Pour les parties 7 à 8, il a fait le choix de ne plus indiquer les statistiques des stands, tout du moins dans une moindre mesure. Si les artbooks de JoJo ont une véritable valeur encyclopédique et établissent des paramètres pour quantifier plus spécifiquement les capacités d'un stand, ils ne résolvent pas pour autant certaines interrogations relatives aux stands et leurs capacités. Dans certains cas même, ils ne font que les exacerber, et c'est ce que nous allons voir plus tard. Les statistiques des stands sont composées de différents critères qui visent à définir l'aspect offensif, défensif, mais aussi utilitaire d'un stand. Premièrement, le pouvoir de destruction. Plutôt explicite, cette statistique quantifie la quantité de dommages hypothétiques qu'un stand peut infliger. Cela inclut tant les dommages infligés physiquement sur un individu que les dommages environnementaux et à grande échelle. Un stand peut être physiquement assez faible, mais par la nature de sa capacité causer d'importants dommages. Généralement, les stands de type courte portée auront des capacités de destruction plus importantes, même s'il existe des exceptions. La statistique de vitesse quantifie la vitesse, l'agilité et les réflexes d'un stand. Tout comme la force de destruction, la vitesse est généralement plus potente chez les stands de type courte portée. A noter que selon Paul Naref, on peut la renforcer par l'entraînement. Est-ce possible pour les autres statistiques comme la force physique ou la précision? Telle est la question. Pour l'instant, rien de très complexe ou ambigu, vous en conviendrez. La portée. Alors là, c'est déjà un peu plus subtil. La portée définit dans quelle mesure spatiale la capacité d'un stand va s'appliquer à son environnement, mais elle caractérise aussi la projection spatiale du stand par rapport à son manière et sa capacité à se mouvoir dans l'espace. La statistique de portée définit donc très grossièrement les variables de dimensionnalité relatives au stand, et en principe la portée est inversement proportionnelle à la puissance de destruction d'un stand. Mais là encore, cela ne s'applique pas tout le temps, et il y a des exceptions. La persistance ou endurance. Une statistique qui définit la durée qu'un stand pourra maintenir sa capacité. C'est un peu en quelque sorte la stat de cooldown du stand. On pourrait croire que ça définit aussi les capacités défensives et la constitution d'un stand, mais visiblement il n'en est rien. La précision. Rien de compliqué ici, la capacité d'un stand à agir sur son environnement de manière plus ou moins spécifique. Les stands de type automatique ont généralement une stat de précision inférieure, mais comme tu l'auras deviné, bah oui, il y a encore des exceptions. Je t'avais dit que faire un classement totalement précis des stands était laborieux. Et enfin, la statistique la plus ambiguë du lot, le développement potentiel. D'une part, le développement potentiel définit les capacités d'amélioration et de croissance du stand, la quantité de capacités qu'il possède, son adaptabilité et toutes les possibilités d'application que peuvent avoir ces capacités. Concrètement, toute sa dimension utilitaire, mais aussi son habilité à s'améliorer et à se développer avec le temps. Le truc c'est que une notation élevée dans cette statistique n'est pas forcément amélioratif, et inversement, une statistique faible n'est pas nécessairement négative. En effet, plus la maîtrise du stand augmente, plus la statistique de développement diminue. Il s'agit subséquemment d'une stat évolutive. Cependant, si un stand possède une notation très basse dans cette statistique, cela ne signifie pas pour autant qu'il a amené la maîtrise de son stand à son paroxysme. Au contraire,
cela peut vouloir dire que le stand n'avait de base aucune capacité particulière et que sa capacité d'amélioration est très limitée, voire inexistante. En somme, c'est au cas par cas. Cette statistique est assez tendue à désambiguiser, car elle est clairement ambivalente. Nous avons fait un résumé des différents paramètres des stats de stand. Parlons maintenant brièvement des notations. Les notations sont classées par ordre alphabétique de A à E. A signifie excellent, B bon, C comparable aux capacités d'un être humain, D mauvais ou faible, et E très mauvais ou très faible. Mais c'est là où ça commence à partir en couille. Il existe d'autres notations pour quantifier les capacités des stands. Par exemple, le signe infini pour certains stands comme Notorious Big ou Made in Heaven, un astérisque pour Babyface, un signe nul pour Simoon, ou encore un point d'interrogation pour certains stands comme King Crimson par exemple. En outre, la statistique de portée n'est parfois même pas évaluée avec les lettres susmentionnées, mais est directement quantifiée avec des chiffres en mètres. Mais le plus fucked up dans cette histoire, c'est sûrement ça. Ouais. Non. Ça veut dire quoi, non? Je veux dire déjà pour King Crimson par exemple, les points d'interrogation c'est chelou. Mais c'est pour mettre l'emphase sur le caractère mystérieux et ésotérique du stand. En gros, on sait presque rien sur lui, tout comme son manœuvre. Mais non. Pourquoi pas mettre aussi un point d'interrogation dans ce cas? Non, en vrai, je suis mauvaise langue. Je pense que si Araki a mis non partout, c'est surtout pour renforcer le fait qu'on sait en vérité bien peu de choses sur l'étendue véritable des capacités de Gold Experience Requiem. Quantifier l'inquantifiable, qualifier l'inqualifiable, ce serait impossible. Ce stand est empreint d'une force si mystique, si ésotérique, si arcanique, que lui donner une notation à l'égal des autres stands serait une insulte à son omnipotence et son omniscience. Maintenant, on va rentrer plus en détail au cas par cas. Attention, ça va secouer! Déjà, il y a un truc qui me chiffonne, moi. Le signe infini. Dans le cas de Biggie, je peux comprendre qu'il a un infini en persistance, car il est tout simplement invincible. On ne peut que le distancer, mais pas l'éradiquer. Il a infini en range, ok, parce qu'il peut croître à tel point d'être un gros sac à merde géant ou même un kraken. Il est stipulé que Notorious Big s'adaptera à la vitesse de sa cible pour tenter de la rattraper. Mais du coup, pourquoi lui mettre infini en vitesse et pas simplement un astérisque qui spécifie que sa vitesse dépend de celle de sa cible, tout comme la stat de vitesse de Babyface dépend de sa maturité et de ses gènes par exemple. Sa stat de vitesse est donc variable et évolutive, d'accord, mais vraiment infini et sans limite? Vraiment? On peut imaginer que pour qu'il ait infini en vitesse, cela implique que l'on ne considère plus la statistique de vitesse comme une unité de quantification, mais dans ce cas précis comme le fait que sa vitesse est infinie car il ne s'arrête tout simplement jamais de bouger ce fumier. Oui, je me fais l'avocat du diable, je sais, ouais. Mais j'essaie juste de survivre à cette vidéo en fait, et c'est pas facile. Mais alors pourquoi? Pourquoi Biggie partage-t-il sa stat infinie en vitesse avec le surpuissant Made in Heaven? Quel est le foutre lien entre l'infini de Made in Heaven et celui de Biggie? Made in Heaven a des capacités d'accélération et de manipulation du temps, et des forces spatiales et gravitationnelles monstrueuses, et même absolues. Il surpasse le time stop et est tellement rapide que même Jotaro, lorsqu'il arrête le temps, n'a qu'un très bref aperçu de sa silhouette. Donc ok, l'infini est justifié entre guillemets, si l'on prend en compte sa capacité à totalement bouleverser les forces gravitationnelles et temporelles. Mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout de savoir à quelle vitesse le stand se meut, car comme Biggie une fois de plus, on n'en a aucune idée si on se base sur sa statistique. Dans la statistique de vitesse, on s'attend à avoir une donnée stricte et définie, pas un signe ambigu qui varie de Pierre à Paul en passant par Jacques. Adjoindre les modalités des capacités d'un stand à sa statistique de vitesse, ça crée beaucoup trop de confusion en fait. Moi-même je commence à plus comprendre ce que je dis en fait là. Comment c'est possible de mettre sur un pied d'égalité les capacités d'adaptation très unidimensionnelles de Notorious Big à celles totalement divines de Made in Heaven? On va pas me faire croire que si Notorious Big retrouvait Pucci, il se calerait à sa vitesse insane et il finirait par le rattraper. Parce que Astrala, ça veut dire qu'il l'aurait défoncé, vous vous rendez compte? Biggie qui vint Pucci et Made in Heaven. Rien que ça. La vitesse de la lumière est la constante physique de vitesse la plus élevée qui soit, je vous apprends rien. On peut conjecturer que Pucci et Made in Heaven vont au minimum à la vitesse de la lumière, à défaut d'aller à une vitesse hypothétiquement supérieure, mais qu'on ne peut de toute façon même pas envisager en tant qu'être humain, puisque ce n'est pas une réalité physique existante, jusqu'à preuve du contraire. Mais du coup, pourquoi Made in Heaven peine à momentanément rattraper Stonefree qui a un B en vitesse? S'il avait vraiment une vitesse encore plus élevée que la vitesse de la lumière, il aurait fumé Jolene et Emporio, et même tout le reste de la bande sans même qu'ils aient le temps de se rendre compte. Même Jotaro et Star Platinum qui sont censés aller à la vitesse de la lumière n'auraient même pas eu le temps d'arrêter le temps ne serait-ce qu'une fois. Et puis d'ailleurs, pourquoi Made in Heaven aurait B en pouvoir de destruction? Il peut totalement reset l'univers à sa guise, et tabasse Stonefree sans aucun problème, à tel point qu'il lui fait perdre ses lunettes le bougre. Ses lunettes! En plus, si on regarde plus attentivement, il y a plein de stands qui tapent à la vitesse de la lumière dans Jojo. Silver Chariot peut supplanter Hanged Man qui se déplace pourtant à la vitesse de la lumière,
King Crimson supplante par la suite Silver Chariot en termes de vitesse. Sticky Fingers parvient brièvement à tenir en échec King Crimson en termes de vitesse. Tout le monde dépasse tout le monde en vrai. Il n'y a aucune constance dans la stat de vitesse. Et la vitesse de la lumière se fait juste pas respecter par Araki. Je ne vous comprendrai jamais, vous les Asiatiques. Du coup, les 300 km/h de Crazy Diamond font bien pas le film face aux 300 000 km/s de ces stands-là, hein. Hein? Crazy Diamond qui, au passage, prend Star Platinum de court, rappelons-le. Bien, je continue. Si vous êtes observateur, vous aurez remarqué que dans la partie 3, tous les stands, et je dis bien tous, à part The World et Star Platinum et éventuellement Silver Chariot, ont des stats de merde, genre absolument ridicules. Forcément, on aura tous compris que c'est pour marquer la dissociation entre Dio et ses sbires, pour mettre l'emphase sur la progression dans la hiérarchie jusqu'à Dio, blablabla, mais wesh. Le stand de Hall Horse est capable de changer la trajectoire d'une balle à bout portant, alors que Silver Chariot lui met un coup à la vitesse de la lumière. Sa stat de vitesse? B. Silver Chariot n'a pas la vitesse de la lumière. Il est assez précis pour transpercer des flammes et les superposer à des pièces de monnaie en vol. Précision? B. Il attaque à la vitesse de la lumière. Je me répète encore et encore. Une série de coups à la vitesse de la lumière, même avec un cure-dent, je peux t'assurer que ça fait absolument pas plaisir. Et à la fin, tu ressembles clairement à Biggie quand il se fait écraser comme une merde de chien par Spice Girl. Donc potentiel de destruction extrêmement élevé, on est bien d'accord. Silver Chariot, C en pouvoir de destruction. En plus, à un moment, on voit qu'il est capable de briser un rocher dans le plus grand des calmes. Or, Gappy et son stand Soft and Wet ont aussi C en pouvoir, mais il n'est pas assez fort pour détruire un rocher. Puis d'ailleurs, pourquoi Spice Girl elle a un D en précision? Ça veut dire qu'elle a une précision inférieure à celle d'un être humain? T'as besoin de lunettes, Spice Girl, c'est ça? Pas tiens, voilà, chauffe-moi mes heures perdues. C'est cadeau. Et si on parlait de King Crimson? Ouais, vous savez ce stand dont on comprend tellement rien en pouvoir qu'un mème a émergé des entrailles des enfers sur lui. A en puissance et A en vitesse. Jusque là tout va bien. Pour rappel, King Crimson surplante Silver Chariot en vitesse, hein, donc vitesse de la lumière, tout ça, ok. E en range. E pourquoi? Dans le premier combat contre Bucciolati, on voit bien qu'il active son habilité en étant à plus de 2 mètres de Bucciolati. What the fuck? Et en plus il a un E en persistance comme s'il avait un cooldown d'activation très substantiel pour son skill time. Pourtant ça ne gêne absolument pas de le spammer plusieurs fois de suite, et ce à plusieurs reprises, hein. Et du coup pourquoi Spice Girl et Purple Haze ont C en range alors qu'ils sont close range? C'est la portée d'action de leurs pouvoirs respectifs, vous me direz, et non la portée de leur coup physique. Ok, très bien. Et pourquoi Stunfree de Jolene a aussi un C en range, alors que pourtant c'est stipulé que sa portée n'est que de 1 à 2 mètres? Or 2 mètres de range, ça équivaut à un E. Pourtant le fil du stand peut s'étendre sur de relativement longues distances, on est d'accord. Alors pourquoi ne pas mettre une autre valeur en range? Hein? Hein? J'ai une migraine atroce, j'ai envie de vomir. Tu me redis les mots de la bouche, Dio. Oh, ça ne peut pas être possible. Moi, Dio. Mais c'est bon, calme-toi en fait, on a compris, c'est bon. Bon, vous êtes prêts? Parce que là on va parler de la plus grosse supercherie de l'histoire de Jojo. Alors, regardez ça. 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 Maintenant regardez ça. Oui, vous ne rêvez pas. Ouais. Ce stand là, ça a des stats aussi élevées que les stands les plus puissants de Jojo. Il a même des meilleurs stats que des stands comme The World, Crazy Diamond, Sticky Fingers et ce genre de bail. Pourtant, Kiss ne fait rien. Absolument rien. Non, sérieusement, le pouvoir de Kiss est très intéressant et a une dimension utilitaire certaine, surtout si une personne intellectuellement compétente s'en sert. Mais déjà, on le voit presque pas Hermès s'en servir dans le manga, et ensuite ses statistiques ne sont absolument pas justifiées. Son seul point négatif, c'est sa précision. Et au vu de ce qu'Hermès a montré dans le manga, c'est difficile de croire qu'elle ait une puissance de destruction aussi potente que les stands les plus puissants, qu'elle ait une vitesse similaire, ou même des facultés de développement aussi importantes. Après tout, sa seule capacité, c'est de faire de la duplication avec des autocollants. Bon, vous l'aurez compris, les stats de stand, c'est plutôt bordélique. Et encore, j'ai sûrement pas mentionné tous les trucs étanches qui doivent exister. Conserver une approche logique et rationnelle en les analysant dans ces conditions relève plus de la torture qu'autre chose. Il y a une disjonction certaine entre les véritables capacités d'un stand et ses notations dans ses statistiques. Pourquoi un stand comme Gold Experience aurait un C en pouvoir de destruction, alors qu'il est capable de créer des formes de vie hautement destructrices, d'infliger une douleur stridente au sens de son adversaire, ou même de soulever une centaine de voitures en un barrage de coups de poing? Pourquoi Araki se joue-t-il des codes et des mesures qu'il instaure lui-même? Si vous voulez mon avis, Non. Il y a une certaine logique implicite dans les statistiques de stand. Si le processus de quantification des statistiques n'est pas parfaitement fiable et n'est pas à prendre de manière stricte, il permet néanmoins de comprendre les intentions sous-jacentes d'Araki lorsqu'il crée un stand. Même si les statistiques sont parfois inconstantes et modulables, elles conservent malgré tout un semblant de cohérence et ne sont pas toutes achetées à la poubelle.
Reprenons notre exemple de Gold Experience. Ce qu'il faut retenir de son C en puissance, ça n'est pas simplement le moyen C, mais plutôt le fait symbolique que Gold Experience est un stand qui brille plus par son potentiel immense et sa thématique, que par sa puissance stricte au combat. Là où un Star Platinum aura A presque partout, car c'est le stand de Jotaro, la force imposante et charismatique, l'épitome même du JoJo. Si on ne connaît qu'en partie les statistiques de King Crimson, Whitesnake ou encore Heavy Weaver, il s'agit pour Araki de renforcer le mystère autour de ces stands si puissants. Tellement puissants qu'ils défient la logique même du rationalisme et de la science. L'homme aime émettre des notations. Il aime établir des classements, comparer, surpasser, mais les stands eux vont bien au-delà de cela. Ils sont une expression spontanée de la beauté et de la complexité de l'esprit humain. Et en vérité, on est bien loin de tout savoir sur cet esprit humain qui pourtant nous fascine tant et fait partie intégrante de notre existence, de notre premier souffle jusqu'à notre dernier soupir. Ainsi Araki illustre-t-il peut-être à sa manière les profondeurs insondables de la psyché humaine à travers la bizarrerie des statistiques de stand. Et sur ce, moi je vous laisse méditer là-dessus et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez des stats de stand et surtout, buvez beaucoup d'eau. Arrivederci!